Imaginez la scène. Des artilleurs allemands pilonnent un char à bout portant. 5, 10, 20 impacts directs. Les obus déchirent le métal, brisent les chenilles. Mais la machine ne s'arrête pas. Elle ne riposte pas. Son canon pointe, inerte, vers le sol. Pourtant, elle continue de ramper, écrasant canons et abris, tel un monstre revenu d'entre les morts, à qui l'on aurait oublié de dire qu'il a été anéanti. Dans ce récit, nous allons reconstituer la chronologie d'un combat incroyable de l'année 1941, lorsqu'un char soviétique mutilé, aveugle et désarmé, a plongé toute une colonne allemande dans la stupeur. Pourquoi les vétérans de la Wehrmacht craignaient-ils de s'en approcher même après qu'il se fût tu? Et quel détail choquant s'est révélé au colonel allemand lorsqu'il a enfin osé jeter un œil à l'intérieur de cette forteresse d'acier? La réponse à cette question défie toute la logique de la guerre. 1941, c'est un hiver qui ressemble davantage à une catastrophe géologique qu'à une saison. Près de Volokholamsk, la température chute jusqu'à moins 30 degrés Celsius. À de tels niveaux thermiques, la guerre cesse d'être une stratégie pour devenir une épreuve de résistance des matériaux. L'air teinte de sécheresse et la neige crisse sous les chenilles comme des os qui se brisent. Dans la forêt, règne un silence assourdissant, mortel, troublé uniquement par la respiration lourde et poussive d'un moteur diesel. C'est un KV-1, Kliment Vorochilov. 47 tonnes et demie d'acier allié forgé à l'usine Kirov. En temps normal, c'est un fort mobile, mais ici, la physique joue contre l'équipage. Le gel modifie la structure du métal. Le blindage devient cassant, la résilience de l'acier chute. Le moindre choc d'un obus perforant, qui en été n'aurait laissé qu'une bosse, risque aujourd'hui de fissurer la coque de part en part. L'huile de la transmission s'épaissit, se transformant en un mazout visqueux, et chaque mouvement de levier demande au mécanicien conducteur la force d'un haltérophile. L'hydraulique est lente. Le caoutchouc des galets durcit et s'effrite. Le char n'est pas seulement une unité de combat, c'est un mécanisme complexe qui agonise dans le froid. Le lieutenant Naoumov regarde à travers l'épiscope. Visibilité nulle. La neige cingle les optiques et colmate les fentes de vision. Ils sont coupés du monde. La radio est muette depuis 2 heures. Les ondes sont saturées de grésillements statiques, ou peut-être les lampes ont pelle gelé. Ils sont seuls dans cet enfer blanc et indifférent. L'isolement tactique est total. Un choc soudain ébranle la coque. Ce n'est pas le bruit d'un départ de coup, mais celui d'un impact. Comme si un marteau géant avait frappé un fût métallique vide, à l'intérieur duquel se trouvent des hommes. Le coup atteint la jonction de la tourelle et de la caisse, droit dans le masque du canon. Le tube de 76 mm du canon ZIS 5 tressaute et se fige. À l'intérieur, l'équipage est projeté contre les parois du compartiment de combat. Un sifflement aigu et insupportable leur perce les oreilles. Traumatisme acoustique en milieu clos. « Au rapport !» La voix de Naoumov croasse dans les laryngophones, couvrant le bourdonnement dans leur tête. Le chargeur, essuyant le sang de sa lèvre fendue, tente de tourner le volant de pointage vertical. Le métal crisse contre le métal. Un son atroce, strident, comme un couteau sur du verre. Le canon ne bouge pas. Le tube a piqué du nez, impuissant, tel un oiseau mort. « Coincé !» hurle le tireur. Les tourillons sont voilés. Le mécanisme d'élévation est mort. Naoumov comprend ce qui s'est passé. Un obus allemand perdu, sans même percer le blindage, a causé le pire des dégâts. Il a déformé la géométrie de la tourelle. L'énergie cinétique de l'impact a déplacé le masque du canon de quelques millimètres. Cela suffit. L'acier s'est soudé à l'acier. Le calibre principal du char, son seul argument de poids dans le débat avec l'ennemi, s'est transformé en un tuyau inutile.
ce ne sont plus que 700 kg de poids mort. « Les mitrailleuses ?» demande brièvement le lieutenant. « La coaxiale est bloquée. Celle de caisse, le chargeur est vide. »« Il en reste 2, répond le radiotireur. La situation passe du statut de mission de combat à celui de catastrophe technique. Le char est entier. Le moteur V2K, ce fauve diesel à 12 cylindres, continue de tourner, dévorant le gazole et crachant une fumée noire dans l'air cristallin. Le blindage, ses 75 mm d'acier laminé à l'avant et sur les flancs, tient encore le coup. Mais en tant qu'unité combattante, le KV-1 est détruit. Il est désarmé. Selon tous les règlements, selon toute la logique de la guerre, l'équipage devrait évacuer. Transformer le véhicule en point de feu fixe ou le saborder pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi et s'enfuir par les bois vers leur ligne. Mais le gel impose ses propres règles. Dehors, il fait -30. Sans abri, sans vêtements chauds, vêtus de simples combinaisons graisseuses, ils gèleront en 1 heure. La forêt alentour grouille de patrouilles allemandes. Sortir du char, c'est mourir. Rester à l'intérieur, c'est attendre d'être brûlé vif. Naoumov regarde le dos du mécanicien conducteur. Celui-ci est crispé sur les leviers, les jointures des doigts blanchies. Il fait froid dans le char. De la vapeur sort de leur bouche et se dépose en givre sur la culasse du canon. L'odeur du gazole, de la poudre brûlée et des corps mal lavés se mêle en une atmosphère lourde et dense. C'est l'odeur de la peur, qui se décompose chimiquement en adrénaline et en fatigue. « Moteur ?» demande le lieutenant. Sa voix est sèche, dénuée d'intonation. « Il tire, camarade lieutenant. Température d'huile normale. La pression tient, » répond le conducteur. « Le train de roulement ? La roue folle claque, mais la chenille est tendue. On peut rouler. » L'école soviétique de construction de chars, c'est une protection brutale, mais absolue. Les ingénieurs n'ont pas créé cette machine pour le confort, mais pour la survie dans des conditions où la raison vacille. La marge de sécurité excessive intégrée à la conception devient maintenant leur seule chance. Le KV-1 est conçu pour rouler même quand rouler est impossible. C'est la philosophie de la masse, primitive, lourde, mais indestructible. Naoumov prend une décision. Elle est irrationnelle. Elle contredit l'instinct de conservation qui hurle de fuir et de se cacher. Mais le lieutenant le sait. Tant que le diesel tourne, le char est vivant. Et tant que le char est vivant, ils le sont aussi. La panne du canon est une condamnation, mais l'exécution de la sentence peut être repoussée. « Verrouillez les écoutilles !» ordonne Naoumov. « Nous ne sommes pas de l'infanterie. Nous sommes des tankistes. Tant que le blindage tient, nous sommes au combat. »« Et on va taper avec quoi, commandant ?» demande sourdement le chargeur en regardant la culasse bloquée. « Avec des crachats ?»« Avec la masse, » répond Naoumov. « Nous avons 47 tonnes. C'est 47 tonnes d'arguments. » Un étrange silence s'installe dans le compartiment de combat, couvert seulement par le ronronnement régulier du moteur. C'est le moment de la transition. Ils ne sont plus des soldats pilotant une machine. Ils deviennent une partie de la machine. Son système nerveux enfermé dans une boîte crânienne d'acier. Il n'y a plus de peur. Il n'y a qu'un calcul froid et la conscience de se trouver dans un caveau glacé qui refuse de mourir. Le conducteur enfonce l'embrayage principal. La lourde pédale résiste à cause de la graisse figée. Il passe une vitesse. La boîte de vitesse répond par un craquement caractéristique. Les engrenages s'engagent avec peine, comme s'ils broyaient des pierres. Le char tressaille, lâche un nuage de fumée bleuâtre et, lentement, dans un fracas de cliquetis et de grincements, commence à avancer. Ils ne savent pas ce qui les attend derrière le rideau de neige. Ils ignorent combien d'ennemis se trouvent devant.
Ils n'ont pas d'yeux pour voir loin, ni de bras pour frapper à distance. Il n'y a que la coque, devenue un lingot de matière unique, et l'inertie du mouvement. Devant, c'est la brume blanche qui dissimule la mort. Mais ils foncent droit dedans, car rester sur place signifie geler. Le char rampe à travers les congères, brisant les sous-bois telle une bête préhistorique enragée à qui l'on aurait arraché les crocs, mais laissé son poids monstrueux et sa fureur. Le froid s'insinue sous les combinaisons, engourdit les mouvements. Les doigts perdent leur sensibilité. Toucher le métal à main nue est impossible. La peau y reste collée instantanément, laissant des brûlures sanglantes. L'équipage travaille avec des moufles, ce qui rend chaque geste maladroit, mais nécessaire. La sensation de piège se resserre autour de leur gorge. Ils sont enfermés dans une boîte de fer au milieu d'un océan de neige et d'ennemis. Mais c'est précisément ce désespoir qui engendre un calme glacial. Quand on n'a plus rien à perdre, la peur disparaît pour laisser place à la pure mécanique de l'action. Levier tiré, gaz, accélération. Le diesel rugit de plus en plus fort, prenant des tours. Ce son est la seule chose qui les relie à la vie. Et ce rugissement est plus effrayant qu'un coup de feu. Le voile blanc ne se déchire pas tout de suite. D'abord, c'est juste un épaississement de gris sur fond de silence blanc. Mais le mécanicien conducteur sent déjà une vibration du sol distincte de la sienne. À travers le prisme trouble de l'épiscope, des contours anguleux et prédateurs émergent. Ce ne sont pas de simples ombres, c'est la géométrie de l'ennemi. Droit devant, à 300 mètres, des Panzerkampfwagen 3 sortent de la brume neigeuse. Des Panzer III. Les chevaux de trait du Blitzkrieg, sûrs de leur supériorité. Leurs moteurs à essence Maybach sonnent différemment, plus aigus, plus clairs, plus nerveux que le grondement utérin et basse fréquence du diesel soviétique. Derrière les chars, courbés par le vent mais pas par la peur, marche l'infanterie. Feldgrau sur blanc. Ils avancent en maîtres. Leurs mouvements sont économes, leur formation tactiquement impeccable. C'est la machine de la Wehrmacht qui est arrivée jusqu'au faubourg de Moscou, broyant tout sur son passage. Les Allemands remarquent le KV-1 solitaire presque instantanément. Dans la forêt hivernale, impossible de cacher la masse sombre d'une machine de 47 tonnes. Le commandant du char de tête allemand ouvre son écoutille. Il ne craint pas les tireurs embusqués. La distance et le froid sont de son côté. Il porte à ses yeux ses jumelles Zeiss, dont l'optique ne se trouble pas même à -30, et évalue la cible. Ce qu'il voit ne provoque pas chez lui de l'inquiétude, mais la satisfaction professionnelle du maraudeur. Devant lui se dresse un char lourd, russe. Mais ce char est mort. Son canon principal est abaissé, le tube planté vers le sol. Pour n'importe quel tankiste, de la Normandie à la Volga, c'est le langage universel de la défaite. Un canon baissé signifie des mécanismes de levage brisés, une panne hydraulique ou l'absence d'équipage. C'est une posture de soumission. Une vague de détente parcourt la colonne allemande. C'est de la pure psychophysiologie. L'adrénaline libérée à la vue de la silhouette du KV se dissipe, remplacée par l'endorphine d'une proie facile. Les soldats baissent leurs carabines. On entend de petits rires brefs, aboyants. Quelqu'un pointe du doigt le cadavre d'acier. Dans leur vision du monde, ce combat est déjà terminé. La machine russe est cassée, abandonnée, ou bien l'équipage à l'intérieur s'est transformé en statue de glace. Ils ne voient dans ce morceau de métal qu'un trophée, un chiffre dans un rapport ou une source d'acier allié de qualité pour la refonte. C'est la même erreur fatale que commettaient les pilotes de la Luftwaffe dans le ciel de 1941 face aux avions d'attaque Il-2. Les as allemands, habitués à la fragilité du duralumin aéronautique, cessaient souvent le feu en voyant des morceaux de carlingue se détacher de l'avion russe
et sa queue se transformait en passoire. Selon les lois de l'aérodynamique et de la résistance des matériaux, l'appareil aurait dû tomber, mais le char volant continuait de voler, tenant en l'air par la seule robustesse excessive de sa structure et la rage de son pilote. La résilience de la technique soviétique est un paramètre qui ne rentrait pas dans les formules rationnelles allemandes. Là où l'ingénierie allemande exigeait de la précision et des conditions idéales, la conception soviétique fonctionnait sur des principes de résistance brute à la destruction. C'est ce qui se produit en ce moment même dans cette clairière enneigée près de Volokolamsk. Les Allemands voient les signes extérieurs de la mort de la machine. Le canon baissé, l'absence de riposte, le mouvement lent et incertain. Mais ils ne voient pas l'essentiel. Sous l'épaisse peau du blindage, dans la pénombre glaciale du compartiment de combat, bat un cœur vivant. Les 12 cylindres du V2. Et il y a des hommes qui n'ont pas encore décidé de mourir. À l'intérieur du KV-1, l'équipage entend la tonalité des sons changer à l'extérieur. À travers le blindage, ce ne sont pas des crépitements de rafales qui parviennent, mais une langue étrangère. C'est effrayant. C'est plus effrayant que la canonnade, car cela signifie la proximité d'un ennemi qui ne vous respecte pas. Naoumov voit par la fente un officier allemand sur le blindage du char de tête allumer une cigarette en protégeant la flamme de son briquet avec son gant. Ce geste est un verdict. Il signifie une certitude absolue d'impunité. L'ennemi les considère comme de la ferraille. « Commandant, ils nous prennent pour des macabées », chuchote le radio, serrant dans ses mains un chargeur de mitrailleuse inutile. Il rigole. Qu'il rigole, la voix de Naoumov résonne sourdement, comme venue d'un tonneau. Le rire détend le diaphragme. Le lieutenant comprend que cette illusion est leur seule arme. Tant que les Allemands croient avoir affaire à un tas de ferraille, ils ne tirent pas. Chaque seconde de ce silence leur offre des mètres de rapprochement. La distance diminue. 250 mètres. 200. Le KV-1 rampe vers l'avant, sans changer de vecteur, tel un bloc de glace à la dérive. Le conducteur maintient un régime stable pour ne pas trahir d'agressivité par le rugissement du moteur. C'est un jeu de nerfs, une roulette russe où le barillet est remplacé par la distance entre les machines. Les soldats allemands marchent de tout leur haut sur les côtés de la route, sans même se déployer en ligne. Ils sont persuadés qu'il n'y a personne dans le char, ou que les Russes, gelés et terrorisés, vont sortir d'un instant à l'autre les mains en l'air, implorant un morceau de pain et de la chaleur. Le froid émousse la vigilance. À -30, le cerveau fonctionne en mode économie d'énergie, filtrant les signaux d'alarme superflus. La logique souffle aux Allemands. Un char cassé n'attaque pas. La physique leur souffle. Sans canon, un char est un tracteur. Mais la guerre, ce n'est pas seulement de la logique et de la physique. C'est aussi de la volonté, capable de violer les lois de la probabilité. Naoumov regarde la masse grise qui approche. Il voit les détails. Le givre sur les cols des manteaux, la noirceur mate des pistolets mitrailleurs allemands, la boue sur les chenilles des blindés ennemis. Il se sent comme une bête en embuscade à qui on a arraché les griffes, mais laissé la masse corporelle. Le Panzer III allemand pèse 14 tonnes. Son KV en pèse 47,5. C'est une simple arithmétique d'impulsion. Si l'on multiplie la masse par la vitesse, le résultat sera dévastateur. « Préparez-vous au choc », ordonne le lieutenant. « Accrochez-vous à tout ce qui est soudé, serrez les dents, mordez-vous la langue, sinon vous allez vous la couper à l'impact. » L'équipage se groupe. Le chargeur cale ses jambes contre le râtelier d'obus et s'agrippe au poignet. Le tireur se plaque contre le fronteau du viseur, bien que regarder dedans soit inutile. Le mécanicien rentre la tête dans les épaules, ne faisant plus qu'un avec ses leviers. Dehors, l'illusion tient encore. L'officier allemand sur le blindage fait un geste paresseux de la main,
indiquant au chauffeur de contourner l'obstacle. Il perçoit le char soviétique comme un bouchon routier, une gêne agaçante pour la logistique. Il ne voit pas que des pots d'échappement du KV commencent à jaillir non plus une fumée bleuâtre, mais une épaisse fumée noire. Signe qu'un mélange riche arrive dans les cylindres. La distance est de 100 mètres. Le point de non-retour est franchi. L'air glacial entre les machines est tondu comme une corde prête à rompre. L'infanterie allemande commence à soupçonner quelque chose. Quelqu'un s'arrête, scrutant la fente de vision du monstre russe. Les sourires s'effacent des visages. Dans le trou noir de l'embrasure, ils ne voient pas le vide. Ils sentent un regard. Le regard lourd et haineux d'une bête traquée. À cet instant, Naoumov tape sur l'épaule du mécanicien. « Vas-y mon grand, plein gaz, écrase-les !» Le conducteur bascule brutalement les leviers. Le diesel hurle, s'étouffant de carburant. Ce son ne ressemble plus à une respiration agonisante. C'est le rugissement de l'attaque. Les chenilles, faisant jaillir des étincelles sur la pierre gelée de la route, mordent dans la glace. 47 tonnes d'acier bondissent en avant avec une vivacité inattendue pour une telle masse. L'illusion de sécurité vole en éclats comme du verre par grand froid. L'officier allemand laisse tomber sa cigarette. Il voit le char, mort, prendre vie. Non pas comme une machine, mais comme une avalanche. Le canon baissé ne semble plus être un signe de faiblesse, mais la corne d'un rhinocéros visant le ventre. Le temps, pour les Allemands, se comprime en un point unique de terreur. Ils ont quelques secondes pour comprendre. La physique vient de changer les règles du jeu. L'acier marche sur l'acier. « En avant toutes !» L'ordre de Naoumov est noyé dans le vrombissement du moteur. Mais le conducteur n'entend plus. Il sent l'ordre avec sa colonne vertébrale. Son pied droit écrase la pédale d'accélérateur au plancher. La crémaillère de la pompe à injection passe au maximum. Une dose limite de gazole est injectée dans les 12 cylindres du V2K. Le moteur, qui tournait au ralenti une seconde plus tôt, explose dans un fracas. Ce n'est pas le bruit d'accélération d'une voiture de course. C'est le bruit du réveil d'une plaque tectonique. 600 chevaux, enfermés dans un bloc de fonte, encaissent la charge. Les échappements crachent dans l'air glacial des colonnes de suie noires et grasses qui se mêlent instantanément à la poussière de neige. 47 tonnes et demie de masse inerte s'arrachent du sol. Les bandes de chenilles de 700 mm de large labourent la terre gelée, brisant la croûte de glace et arrachant des morceaux de sol avec les racines. Le char ne saute pas en avant, il pèse sur l'espace. L'inertie du repos est vaincue par un effort monstrueux qui fait vibrer toute la coque. On dirait que les plaques d'acier du blindage vont se séparer au niveau des soudures sous la tension interne. Les Allemands reprennent leurs esprits au bout de 2 secondes. Le choc de voir le trophée mort s'animer soudainement laisse place aux réflexes inculqués par l'entraînement. Les servants des canons anti-chars PAC 36 se précipitent vers les affûts. Ce sont des pièces de 37 mm que les soldats de la Wehrmacht surnomment avec une ironie amère les heurtoirs de porte de l'armée. Leur temps est révolu depuis la France. Mais ici, devant Moscou, ils constituent encore la base de la défense anti-char d'un régiment d'infanterie. « Feu !» hurle un sous-officier. Les claquements des tirs sonnent secs et pitoyables sur fond de grondements croissants du char lourd soviétique. Des projectiles perforants, pesant moins d'1 kilo, quittent les tubes à une vitesse de 760 mètres par seconde. Distance, moins de 100 mètres. Impossible de manquer. Les obus frappent le blindage frontal du KV-1. Mais la physique des solides à des températures extrêmement basses joue un tour cruel à l'artillerie allemande. L'acier froid et trempé du blindage soviétique, épais de 75 mm,
accueille les légers projectiles allemands comme un rocher de granit accueille des petits pois. À l'impact, l'énergie cinétique de l'obus ne se transforme pas en pénétration. Elle se dissipe dans la destruction du projectile lui-même. Les boulets se désintègrent simplement en poussière ou ricochent dans un hurlement sauvage, faisant jaillir des fontaines d'étincelles oranges. Sur le blindage, ne restent que des érafures peu profondes et des taches d'oxydation. Pour l'équipage à l'intérieur, cela résonne comme de la grêle sur un toit en tôle. Sonore, fréquent, mais pas mortel. Le blindage avale ses coups. Naoumov ne tressaille même pas. Il connaît le tableau de pénétration des canons allemands mieux que le Notre Père. Du 37 mm ne percerait pas un KV, même à bout portant. C'est un tir de désespoir. « Plus à gauche, sur le char de tête !» hurle Naoumov, couvrant le cliquetis des chenilles. Le conducteur tire brutalement le levier d'embrayage gauche vers lui. La transmission latérale bloque la chenille gauche. Le char, dérapant et raclant la neige, tourne son nez vers le Panzer III le plus proche. Le char allemand tente de reculer. Son pilote passe fébrilement la marche arrière, les chenilles tournent à l'envers, polissant la glace. Mais il n'a pas d'adhérence. Et il n'a pas le temps. La différence de masse est fatale. Le 3 allemand pèse environ 22 tonnes. Le KV-1, 47. Cette équation n'a pas de solution favorable pour la Wehrmacht. Le char soviétique part à l'abordage non pas comme une machine de guerre, mais comme un corps physique doté d'une impulsion colossale. L'impact. Cela ne ressemble pas à une collision de voiture. Pas de bruit de verre brisé ou de plastique froissé. C'est un craquement sourd et viscéral qui bouche les oreilles même à travers les casques. Le nez du KV s'enfonce dans le flanc du char allemand, juste au-dessus des galets. L'acier rencontre l'acier. Le métal plus lourd et plus dur de la machine soviétique déchire le blindage allemand plus tendre et plus fin. Le KV-1 ne s'arrête pas. Il fonctionne comme une presse hydraulique. Il enfonce le flanc du 3 vers l'intérieur, brisant les cloisons, arrachant les réservoirs, mutilant la transmission. Le char allemand gîte, ses chenilles décollent du sol. Le crissement du métal couvre même le rugissement des moteurs. C'est le bruit d'une structure en détruisant une autre par pression mécanique directe. Un maillon rompu de la chenille allemande est projeté sur le côté comme un ressort, fauchant un jeune arbre. À l'intérieur du KV, l'équipage est projeté vers l'avant. Naoumov se cogne la poitrine contre la culasse du canon, le souffle coupé. Le chargeur tombe au sol, se cognant douloureusement le coude contre le râtelier. Mais c'est le prix de la physique. Ils sont le marteau. Les Allemands sont l'enclume. Le char allemand est déplacé, traîné sur la neige, pivotant en travers de la route. De ses écoutilles ouvertes, des tankistes s'échappent, tombant directement dans la neige, sous les pieds de leur propre infanterie. La panique submerge la colonne allemande telle une vague. Les fantassins qui riaient il y a une minute voient maintenant devant eux non pas un drôle de char cassé, mais une montagne de fer incontrôlable qui écrase tout sur son passage. Les soldats s'éparpillent. Certains tentent de tirer à la carabine dans les fentes de vision, mais les balles ne font qu'égratigner les épiscopes. Le KV passe par-dessus le flanc écrasé du char allemand. La coque se cabre, exposant son ventre, puis retombe avec fracas sur le sol. La suspension gémit, les barres de torsion se tordent à la limite, mais tiennent. Le choc au sol fait jaillir la poussière de toutes les fissures à l'intérieur de la cabine. « Écrase, ne t'arrête pas !» râle Naoumov. Le conducteur ne voit rien d'autre que de la neige et des manteaux gris qui défilent. Il conduit la machine au toucher, s'orientant uniquement à la résistance sous les chenilles. Si le char avance facilement, c'est de la neige. S'il sent une secousse molle et un craquement, c'est qu'il y avait autre chose. Ou quelqu'un. Ils entrent au cœur de l'infanterie.
Les hommes ne sont pas un obstacle pour un char. Les hommes sont une matière molle qui ne peut arrêter 47 tonnes. Les soldats allemands réalisent avec horreur que leurs grenades ne explosent pas sous les chenilles, mais sont enfoncées dans la boue, et qu'ils n'ont pas eu le temps de poser des mines anti-chars. Le KV-1 pivote sur place, broyant la position des heurtoirs de porte. Le bouclier du canon se froisse comme du papier aluminium. La culasse de la pièce est enfoncée dans la terre gelée avec ses servants. L'effet psychologique est pire que les dégâts physiques. La vue d'une tour verte géante qui tourne mais ne tire pas plonge l'ennemi dans la stupeur. C'est irrationnel. Un char doit tirer. S'il ne tire pas mais continue de tuer, c'est un monstre. Une machine zombie. Les Allemands ne fuient pas le feu. Ils fuient l'inéluctabilité d'une masse qui se meut au mépris de la logique du combat. À l'intérieur du char règne un vacarme insupportable. Le moteur tourne à la limite de la surchauffe. Le compartiment de combat sent l'huile brûlante et l'embrayage grillé. Naoumov essuie la sueur qui refroidit instantanément sur son front. L'adrénaline brûle le froid, mais ses mains tremblent. Ce n'était que le premier choc. La physique a fonctionné, la masse a gagné. Mais il reste toute une colonne devant, et l'effet de surprise est épuisé. La véritable chasse va commencer. La distance de combat se réduit au zéro absolu. La notion de ligne de front disparaît, dissoute dans le chaos du combat rapproché. Il n'y a plus de nous et eux de part et d'autre du champ. Il n'y a que la boîte d'acier du KV-1, encerclée de toutes parts par les forces vives et la technique de l'ennemi. Le char est dans l'œil du cyclone. Mais à l'intérieur ne règne pas le calme. C'est un enfer acoustique. Les Allemands, remis du premier choc de l'éperonnage, changent de tactique. Les heurtoirs de 37 mm se taisent, leurs servants sont soit écrasés, soit en fuite. Un calibre plus sérieux entre en jeu. De la deuxième ligne de défense, on sort les canons anti-chars de 50 mm, PAC 38. Ce n'est plus du tir au petit pois. L'obus de cette pièce possède un noyau en carbure de tungstène et est capable de percer le blindage d'un char moyen. Mais le KV est un char lourd. Le premier impact d'un obus de 50 mm sur la tourelle n'est pas ressenti par l'équipage comme un coup, mais comme une catastrophe. L'énergie cinétique de l'impact ne perce pas le blindage de 75 mm, mais les lois de la conservation de l'impulsion ne sont annulées par personne. Toute la force monstrueuse du choc, ne trouvant pas d'issue dans la pénétration, se transforme en vibration. La coque du char devient un diapason géant. L'acier se met à teinter. Ce son est impossible à décrire en termes civils. Ce n'est pas le son d'une cloche. C'est un coup physique d'une onde sonore, dense comme de l'eau. L'air à l'intérieur du compartiment de combat se comprime et se détend instantanément, infligeant un barotraumatisme à quiconque se trouve là. Les tympans ne supportent pas la différence de pression. Du sang coule des oreilles, inondant les cols des vareuses. Le nez se bouche, puis du rouge commence à en couler aussi. « Mitrailleuse de caisse !» hurle Naoumov, mais il n'entend pas sa propre voix. Il n'entend qu'un bourdonnement dans sa boîte crânienne. L'appareil vestibulaire lâche. La terre et le ciel échangent leur place. Les hommes à l'intérieur ont la nausée à cause des vibrations. Chaque nouveau ricochet est un coup de marteau de forge directement sur le sommet du crâne. L'équipage est dans un seau en fer sur lequel on frappe avec acharnement à la masse. La conscience commence à s'estomper, se rétrécissant à un seul point, le point de douleur. Mais il continue de travailler. Ce n'est plus de la volonté, c'est de la mémoire musculaire, forgée par des centaines d'heures d'entraînement. Les mains font ce que le cerveau refuse de faire. Dehors, les canonniers allemands tirent pour tuer. Ils visent les points faibles, les fentes de vision, les instruments d'observation, les rotules de mitrailleuses. Un nouvel obus pulvérise la tête du viseur panoramique. L'épiscope du conducteur éclate,
se couvrant d'un réseau dense de fissures, se transformant en une tache trouble et opaque. Des éclats de verre blindé ciblent le visage du conducteur. Mais il n'essuie même pas le sang. Il n'a pas le temps. Il est aveugle. Le char est aveuglé. Les phares, brisés dès le début du combat, pendent au bout de leurs fils comme des yeux arrachés. Les appareils d'observation sont détruits. Maintenant, le KV-1 est un cyclope aveugle s'agitant de rage. Naoumov comprend que le contrôle visuel est perdu. Il ne voit plus le champ de bataille. Il le sent, à travers les semelles de ses bottes appuyées au sol et à travers les vibrations de la coque. « Tout droit! Juste tout droit !» ordonne le lieutenant, s'orientant aux éclairs des tirs qui percent à peine à travers les fentes. Le mécanicien conducteur, guidé uniquement par son intuition et les ordres du commandant, pousse les leviers. 47 tonnes d'acier avancent à l'aveuglette. Le char louvoie, dérape sur les bosses glacées. Mais le vecteur du mouvement reste le même, vers l'ennemi. Droit devant, à 20 mètres, une équipe allemande, servant un PaK 38, recharge fiévreusement sa pièce. Le pointeur tourne les volants, essayant de piéger dans son réticule la plaque de blindage inférieure de la montagne qui s'avance. Ils voient que le char est aveugle. Ils espèrent qu'il manquera sa cible. C'est une erreur. Une bête aveugle est plus dangereuse qu'une bête voyante, car elle ne connaît pas la peur de l'obstacle. Le KV-1 fonce sur la position du canon. Le conducteur ne voit pas la pièce, il sent l'impact. Le char bondit. Le fracas du métal écrasé diffère du bruit des tirs. C'est le bruit de la destruction d'une structure. Les chenilles montent sur les flèches du canon, les enfonçant dans le sol. Puis la machine de plusieurs tonnes pèse de tout son corps sur le bouclier de la pièce. L'acier de 5 mm du bouclier, censé protéger les servants des balles et des éclats, se froisse comme du papier. Il se plie en deux, ensevelissant sous lui les mécanismes de pointage. Le tube du canon allemand plie, éclatant au niveau de la culasse. Le char broie le système d'artillerie avec la terre, les caisses d'obus et les corps humains qui n'ont pas eu le temps de s'écarter. À l'intérieur du KV, ce moment est ressenti comme une série de secousses brutales. Le char bascule par-dessus l'amas de ferraille tordu, raclant de son fond. Le bruit du métal frottant contre le métal pénètre même à travers les casques. C'est une terrible symphonie de destruction. Le conducteur remet les gaz pour ne pas rester coincé sur les débris. Les chenilles patinent, accrochant avec leurs crampons les restes de l'affût et les déchirent en morceaux. Naoumov essuie le sang qui lui inonde les yeux. Dans la tourelle flotte un brouillard bleuâtre. C'est la fumée de poudre, infiltrée par les micro-fissures et la ventilation, mêlée à la poussière de calamine interne qui se détache du blindage à chaque impact. Respirer est difficile. L'air est brûlant, avec un goût métallique. Les obus continuent de marteler le blindage. Dzing, dzing, boum. Chaque son résonne dans les dents. Le radio a un filet de sang continu qui coule du nez, tombant sur le levier de vitesse. Mais personne ne crie. Crier est inutile. Dans ce cercueil de fer, personne n'entendra. Ici fonctionne une autre communication, par l'épaule, par la poussée, par le regard. La survie de l'équipage se définit maintenant non par la santé, mais par la capacité à fonctionner en état de commotion grave. Le mal de tête est tel qu'on dirait que le crâne est fendu par un coin. La nausée monte à la gorge. Mais les mains du chargeur, bien que le canon soit cassé, vérifient automatiquement le stock de chargeurs de mitrailleuses. Les mains du conducteur serrent les leviers avec la force de la rigidité cadavérique. Ils sont vivants tant que le blindage est vivant. Et le blindage tient. L'acier soviétique, allié au nickel et au chrome, trempé à une haute dureté,
gagne ce débat avec la chimie des explosifs allemands. Le char est grêlé, couvert de profonds impacts. La peinture est brûlée, les garde-boue arrachés, mais il rampe. Pour les Allemands, ce spectacle dépasse l'entendement. Ils tirent à bout portant, ils voient les impacts, ils entendent les explosions, mais la machine russe ne s'arrête pas. Elle efface simplement leur position de la surface de la Terre par sa masse, ignorant le feu comme un éléphant ignore les piqûres de moustiques. Ce n'est plus un combat technique, c'est un combat de la matière contre l'esprit. Et la matière, coulée dans la forme d'un char cavé, s'avère plus solide. Naoumov sent le char se stabiliser. Ils ont percé la deuxième ligne. Devant, c'est à nouveau le vide blanc et l'inconnu. Mais derrière, c'est une bande de ferraille labourée et de peur. L'acoustique infernale à l'intérieur de la machine devient un fond habituel, un rythme sur lequel continue de battre le cœur de l'équipage. Ils sont sourds, ils sont commotionnés, ils se vident de leur sang. Mais ils sont immortels tant que tourne le vilebrequin du diesel. L'Oberleutnant de la Wehrmacht, Heinrich Richter, baisse ses jumelles. Ses mains gantées de cuir gris tremblent. Ce n'est pas un tremblement dû au froid, bien que le gel transperce jusqu'aux os, même à travers le manteau. C'est une réaction physiologique de l'organisme à l'effondrement de sa vision du monde. Dans les lentilles de cette Zeiss venait de se dérouler une scène qui contredit tout ce qu'on lui a enseigné à l'académie militaire. Selon les règlements allemands, tout mécanisme a une limite de résistance. La guerre est une mathématique, une équation avec des variables de calibre, d'épaisseur de blindage et de distance. Si l'on introduit dans cette équation un obus de 50 mm et la projection latérale d'un char soviétique à une distance de 50 mètres, le résultat doit être la destruction. Un trou dans le métal, un incendie des munitions, une détonation, la mort. Mais l'équation ne tombe pas juste. Richter voit le KV-1, mais ce n'est plus un char au sens habituel. C'est une ruine mouvante. La machine a l'air de sortir tout juste d'un haut fourneau où elle aurait passé une heure. Toute la surface de la tourelle et de la coque est couverte de cicatrices profondes, de sillons déchiquetés par les ricochets, de taches noires de suie. La peinture est brûlée ou arrachée jusqu'au métal nu. Le garde-boue gauche est arraché et traîne sur la neige comme un membre brisé. Du compartiment moteur s'échappe une fumée noire et grasse, se mêlant à la vapeur blanche du radiateur en surchauffe. Selon toutes les lois de la balistique et de la résistance des matériaux, l'équipage à l'intérieur devrait être mort. L'onde de choc des dizaines d'impacts aurait dû réduire leurs entrailles en bouillie et les mécanismes du char en un tas d'engrenages inutiles. Mais le monstre russe rampe, lentement, inexorablement, à la vitesse d'un cortège funèbre qui choisit lui-même qui enterrer. Dans la conscience de l'officier allemand se produit un glissement dangereux. La peur rationnelle face à un adversaire dangereux cède la place à une terreur irrationnelle, animale, devant quelque chose de surnaturel. Il cesse de voir dans le KV un produit technique de l'usine Kirov. Il y voit une entité mystique. Un char zombie. Une machine fantôme qui n'a pas de seuil de douleur car elle est déjà morte, mais a oublié de s'arrêter. C'est ce même sentiment qu'éprouvaient les pilotes de Messerschmitt en mitraillant à bout portant les avions d'attaque soviétiques Il-2. Les Allemands les appelaient bombardiers de ciment ou béton volant. Quand vous videz toutes vos munitions sur un avion, que vous voyez des morceaux de queue et d'ailerons voler, et qu'ils ne tombent pas, mais continuent de voler vers sa cible, le pilote commence à douter de la réalité de ce qui se passe. Il commence à penser que contre lui se bat non pas de l'aluminium et du bois, mais une sorte de magie noire et ancienne des Russes. Ici, sur Terre, l'effet est amplifié par la proximité. Le char n'est pas dans le ciel, il est là, à 100 mètres. Richter voit ses soldats, vétérans des campagnes de France et de Pologne, reculer.
Dans leurs yeux se lit la même question muette. Pourquoi ne meurt-il pas? La panique se répand plus vite qu'un virus. Ce n'est pas une panique de fuite, c'est une panique d'inaction. La stupeur. Les artilleurs au canon se figent, douilles en main. Ils voient que leur travail est vain. À quoi bon tirer si les balles ricochent simplement et que les obus ne laissent que des éraflures sur la peau du monstre? « Monsieur le lieutenant, il est ensorcelé !» râle un sergent à côté, sans détacher son regard de la masse qui avance. « On l'a touché 20 fois, j'ai compté, 20 coups au but !» Richter veut lui ordonner de se taire, le menacer de cour martiale pour défaitisme, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Il a compté lui aussi. Il a vu chaque impact, les étincelles, les nuages d'éclats. Le char tressaillait, mais continuait d'avancer. Le plus effrayant, c'est qu'il ne riposte pas. Sa tourelle est immobile. Le canon regarde le sol. Ce silence effraie plus que la canonnade. Si le char tirait, ce serait un combat à armes égales. Mais il ne tire pas. Il avance simplement, ignorant les efforts d'une compagnie entière de la Wehrmacht. Comme un brise-glace ignore la glace fine. Dans ce dédain, ce sont une sorte d'arrogance inhumaine. La psychologie de guerre allemande repose sur l'ordre et la supériorité. Nous sommes la race supérieure, nous avons la meilleure optique, les meilleurs moteurs, la meilleure tactique. Mais quand cet ordre se heurte à la résistance brute et illogique du métal russe, les fondations de l'assurance se fissurent. L'Allemand ne comprend pas le sacrifice de soi. L'Allemand ne comprend pas la guerre au-delà du possible. Si la machine est cassée, on l'abandonne. Si on est encerclé, on se rend. Les Russes, eux, se battent sur des machines cassées et ne se rendent pas, même morts. L'officier lève à nouveau ses jumelles. Il tente de trouver une explication rationnelle. Peut-être n'y a-t-il personne. Peut-être la machine avance-t-elle avec l'accélérateur bloqué, et l'équipage est-il mort depuis longtemps. Mais soudain, il remarque un mouvement. La fente de vision du conducteur. Le verre est brisé, mais dans la profondeur, dans l'obscurité du compartiment de combat, quelque chose brille. Ce sont des yeux vivants, enflammés, d'un homme qui regarde le monde à travers une étroite embrasure de haine. Le char vire légèrement, contournant un cratère. Donc, il est piloté. Donc, là, à l'intérieur de ce cercueil d'acier tonitruant, vibrant et gelé, sont assis des hommes qui le mènent consciemment sur l'ennemi. Cette découverte frappe Richter plus fort que la vue du char lui-même. Il comprend qu'il ne se bat pas contre de la technique. Il se bat contre une volonté qu'un calibre de 50 mm ne peut percer. « Cessez le feu !» ordonne soudain Richter, à sa propre surprise. Ce n'est pas un ordre de clémence, c'est un ordre d'économie. Tirer est inutile. Cela ne fait qu'énerver la bête. Les soldats baissent leurs armes, cessant avec soulagement ce duel insensé avec le monolithe. Sur le champ de bataille descend un silence ouaté, vibrant, dans lequel on n'entend que le hurlement poussif et rauque du diesel et le crissement de la neige sous les larges chenilles. Le KV-1 passe devant la position allemande. Il ne les attaque pas. Il les expulse simplement de la réalité par sa présence. Les Allemands le suivent du regard, comme on suit une catastrophe naturelle, un ouragan ou une coulée de boue qu'il est impossible d'arrêter, qu'on ne peut qu'attendre que ça passe. L'officier sent une sueur froide couler dans son dos malgré le gel. À cet instant, naît dans son âme une compréhension qui plus tard, en 1945, deviendra une évidence pour toute l'Allemagne. On ne peut pas gagner cette guerre par la tactique. On ne peut pas la gagner par la qualité de l'acier. Parce que les Russes mettent dans le blindage quelque chose qui n'existe pas dans la formule chimique de Krupp. Le char s'éloigne dans la forêt, laissant derrière lui 2 ornières profondes
et une traînée de fumée noire. Et l'unité allemande reste là, moralement écrasée, sans avoir perdu un seul soldat tué, mais ayant perdu la foi en sa propre invulnérabilité. Le fantôme les a traversés, et ils ont senti son souffle glacial. La peur qui s'est installée dans leur cœur maintenant ne disparaîtra plus. Elle grandira à chaque kilomètre de retraite vers l'ouest. Le clic du percuteur, un son sec, métallique, qui dans le fracas du combat s'entend plus distinctement que l'explosion d'un obus. C'est le bruit du vide. Le radiotireur appuie sur la détente de la mitrailleuse de caisse d'été, mais ne reçoit en réponse que le silence. Le chargeur est vide. Il fouille fiévreusement de la main dans le logement où devraient se trouver les chargeurs de réserve. Ses doigts dans les moufles grossières ne rencontrent que l'acier froid des niches vides. « Vide !» crie-t-il en se cassant la voix. « Tous vides. La coaxiale est sèche aussi. » À l'intérieur du compartiment de combat du KV-1 commence une nouvelle étape de l'existence. D'abord, ils ont perdu l'arme principale, le canon, devenu une tige inutile. Maintenant, ils ont aussi perdu les mitrailleuses, leur seul moyen de protection contre l'infanterie. Le char a définitivement perdu sa voix. Il ne peut plus grogner par le feu. Du point de vue tactique, l'unité de combat portant l'indice KV s'est transformée en tracteur désarmé, en cible mobile vouée à l'exécution. Mais l'équipage ne s'arrête pas. Le lieutenant Naoumov comprend. Tant que les chenilles tournent, le char reste une arme. Seulement maintenant, le principe de destruction change. La chimie de la poudre cède la place à la pure mécanique newtonienne. Énergie cinétique, masse multipliée par accélération. Le KV-1 se transforme en 47 tonnes de rage aveugle, cuirassée d'acier. Ce n'est plus une fusillade, c'est un passage à tabac. « Fermez les volets !» ordonne Naoumov. Le radio claque le bouchon blindé de la rotule de mitrailleuse. Maintenant, le char est hermétique. C'est un bunker d'acier sourd et aveugle, rampant sur la neige. Le monde extérieur cesse d'exister en tant que panorama. Il se rétrécit à une étroite bande de lumière sale dans la fente de vision du conducteur. Les épiscopes sont brisés en miettes, l'optique est détruite. Le conducteur voit le monde par fragments. Un morceau de ciel, un morceau de neige, des silhouettes grises qui s'enfuient. « Plus à gauche !» râle Naoumov, l'oreille collée au casque du conducteur, car l'interphone déconne à cause des vibrations. « Il y a des tranchées. Écrase !» Le mécanicien ne pose pas de questions. Il ne voit pas d'hommes. Dans l'étroite fente, les hommes ne sont pas des êtres vivants, mais des obstacles, des objets mous qui ne peuvent endommager la machine. Il voit la ligne brisée de la tranchée allemande qui coupe le champ. Levier vers soi. La chenille gauche ralentit, la droite continue de tourner. Le char, rugissant de son diesel, vire nez vers la tranchée. Les Allemands dans les tranchées voient un mur foncer sur eux. Ils sont habitués aux chars qui tirent. On peut se cacher d'un tir au fond d'une tranchée, mais on ne peut pas se cacher du char lui-même s'il décide de descendre vers vous. C'est une horreur d'un autre ordre. C'est la peur d'être enterré vivant. Le KV-1 arrive au bord de la tranchée. Le conducteur ne relâche pas les gaz. Le char pique du nez. 47 tonnes de poids se reportent sur les galets avant. La terre ne tient pas. Le sol gelé du bord de la tranchée cède, s'effondrant avec les planches de soutènement et les sacs de sable. Le char tombe avec fracas de l'avant dans la tranchée. Impact. À l'intérieur, l'équipage est projeté contre la paroi avant. Le vacarme est inimaginable. On dirait que la machine va se disloquer jusqu'au dernier boulon. Mais les soudures tiennent. Le moteur hurle à l'effort,
changeant de tonalité. La charge atteint un pic. Maintenant, le char ne doit plus rouler, mais grapper. Les chenilles grattent le fond de la tranchée, broyant tout ce qui s'y trouve. Caisses de munitions, armes abandonnées, rondins de toit. « Gaz, ne lâche pas !» hurle Naoumov. Le conducteur sent une résistance. Sous les patins, quelque chose craque. Ce n'est pas le bruit du métal ou de la pierre, c'est un craquement mou, humide. Il sait ce que c'est, mais sa conscience bloque cette information. Il est juste une fonction. Il est les mains du char. Sa tâche est de hisser la machine sur l'autre rive. Le char lève le nez vers le ciel. Le moteur tousse une fumée noire, mais tracte. Les chenilles accrochent le bord opposé de la tranchée, l'effondrant sous leur poids. La terre se referme. La tranchée cesse d'être un abri et devient une fosse commune. Les parois s'écroulent sous la pression de la masse, ensevelissant ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir. Le KV rampe sur le plat, laissant derrière lui non pas une ornière, mais une percée. La tranchée n'existe plus. Il y a un champ labouré, mêlé d'échardes et de boue. C'est la méthode du fer à repasser. Le char repasse méthodiquement la défense allemande. Il ne choisit pas ses cibles. Il est lui-même une zone de destruction totale. Maintenant, la cible, ce sont les abris souterrains. Les blindages allemands, recouverts de 3 épaisseurs de rondins, sont conçus pour résister à l'impact d'un obus de mortier. Mais ils ne sont pas conçus pour le poids d'un char lourd. Naoumov voit une bosse de terre d'où dépasse le tuyau d'un poêle. « Tout droit, sur la bosse !» ordonne le lieutenant. Le char monte sur l'abri. D'abord, les rondins tiennent. Le corps de la machine se soulève, surplombant l'abri. Puis retentit le craquement sec du bois qui rompt, semblable à un coup de fusil, mais plus fort. Le toit de l'abri s'effondre. Le char s'affaisse. 47 tonnes enfoncent simplement l'abri dans le sol, aplatissant l'espace intérieur à zéro. Du tuyau de ventilation jaillit une gerbe d'étincelles et un nuage de poussière. Et le silence. À l'intérieur du char, on entend la respiration lourde et rauque de 4 hommes. L'air est vicié, chaud. Les ventilateurs ne suivent pas. Ça sent l'huile brûlée, la sueur et la peur. Mais pas leur peur, celle des autres. L'équipage sent le changement de comportement de l'ennemi. Les Allemands cessent de tirer. Inutile de tirer sur une montagne de fer qui ne répond pas, mais se contente d'avancer et d'écraser. Cela démoralise plus que le bombardement le plus précis. Le char fait demi-tour, cherchant une nouvelle victime. Le conducteur regarde par l'étroite fente. Son champ de vision est de quelques degrés à l'horizontale. Il ne voit pas les flancs, ne voit pas l'arrière. Il confie sa vie au blindage. Il se sent comme dans un sous-marin en profondeur. Dehors, la pression d'un milieu mortel. Dedans, la vie maintenue par des mécanismes. « Encore un, à droite !» lance brièvement Naoumov. Pas de mots superflus, juste le vecteur et l'action. Le KV-1 vire. Les chenilles dérapent en crissant sur la glace, puis trouvent de l'adhérence. La machine bondit en avant. Un char sans canon, c'est un point d'acier. On ne peut pas viser un point avec, on ne peut que frapper une zone. Et ce coup est terrible par sa primitivité. Il n'y a pas de balistique ici, pas de correction pour le vent. Il n'y a que le vecteur de la force de gravité et le vecteur du mouvement. Les Allemands courent. Les officiers tentent de les arrêter en brandissant leurs pistolets, mais la terreur animale face au char fou est plus forte que la discipline. Les soldats voient dans ce monstre silencieux, mutilé et fumant, non pas la technique des bolcheviks, mais l'incarnation même du châtiment. Ils ne dépensent pas de munitions. Ils ne dépensent que du gazole et des vies ennemies, les transformant en partie du paysage.
Naoumov regarde sa montre, mais ne voit pas les aiguilles. Le verre est brisé. Il n'y a pas de temps. Il n'y a qu'un cycle infini. Élan, choc, craquement, rugissement du moteur. Il gagne du temps. Chaque nid de mitrailleuse écrasé, chaque abri effondré, ce sont des minutes que l'ennemi dépense en panique et non en offensive. Le char fait son travail. Un travail grossier, sale, lourd. Sans pauses héroïques, sans beaux tirs. Juste la masse multipliée par l'implacabilité. Les jeux sont finis. Si jusqu'à ce moment le KV-1 se battait contre l'infanterie et l'artillerie légère, jouant le rôle du prédateur invulnérable, maintenant, la chaîne alimentaire change. Le commandement allemand, réalisant l'inutilité des heurtoirs de 50 mm, abat son atout maître. À l'orée de la forêt, déployant ses longs bras de stabilisation, se dresse un Hart comme à Hart. 88 mm. Le canon antiaérien, Flak, que Rommel a appris à tirer sur les chars dans les déserts africains et qui est maintenant devenu le bourreau des blindés soviétiques dans les neiges près de Moscou. Ce n'est plus de l'artillerie de champ de bataille, c'est un instrument de destruction de haute précision. Un obus pesant près de 10 kg quitte le tube à la vitesse de 820 mètres par seconde. Son énergie cinétique est telle qu'à 1 km de distance, il transperce n'importe quel blindage existant en 41. Le lieutenant Naoumov ne voit pas l'éclair. À une telle vitesse, l'obus arrive plus vite que le son. D'abord l'impact, et seulement ensuite le cerveau enregistre le bruit du tir. Le coup frappe le flanc droit. Cette fois, la physique n'est pas du côté de l'équipage. Si le front du KV tenait le coup, le flanc, bien qu'ayant les mêmes 75 mm, est vulnérable au calibre 88. L'obus ne touche pas la tourelle, mais plus bas, le train de roulement. Cela sauve l'équipage d'une mort instantanée, mais condamne la machine à une agonie douloureuse. Une explosion d'une force monstrueuse arrache les massifs coffres de l'eau de bord, outils et accessoires de rechange, soudés au-dessus de la chenille. Les boîtes en acier, remplies de clés et de câbles, volent dans la forêt comme des cartons. Mais ce sont des détails. Le dommage principal est encaissé par le train de roulement. Le projectile perforant s'encastre dans le troisième galet de roulement. Le disque d'acier massif, caoutchouté sur le pourtour, vole en éclats. L'axe du balancier ne supporte pas la torsion et rompt avec un craquement sec de canon. L'onde de choc frappe la chaîne de la chenille. Les patins, coulés en acier au manganèse, subissent une tension de rupture extrême. L'un des axes reliant les maillons est sectionné net, comme au rasoir. À l'intérieur du char, ce n'est pas ressenti comme un coup de marteau, mais comme une chute dans un précipice. 47 tonnes d'acier sautent en l'air. La coque gîte sur le flanc droit. L'équipage est projeté contre les parois avec une telle force que les casques ne protègent plus. Naoumov se cogne la tempe contre le viseur. Sa conscience s'éteint une fraction de seconde et revient aussitôt dans un flash de douleur. Des cercles noirs dansent devant ses yeux. Dans sa bouche, le goût du cuivre et des miettes d'émail de dents cassées. Mais le plus terrible se produit dans le compartiment moteur. Le choc sur la coque se transmet au bâti du moteur. Le diesel V2K, cœur de la machine, perd son rythme. La vibration brutale perturbe l'alimentation en carburant. Les pistons de la pompe à injection se bloquent un instant. Le moteur éternue. Le régime chute à un niveau critique. Le bourdonnement du moteur, qui était la seule constante dans cet enfer, s'interrompt. Silence. Cette seconde de silence est plus effrayante que tout le combat. Si le moteur cale, ils sont morts. Redémarrer un diesel qui refroidit par -30 sous le feu, avec un train de roulement brisé, est impossible. Le démarreur ne fera pas tourner le vilebrequin.
L'air comprimé des bouteilles s'est probablement déjà échappé par les micro-fissures du système. Le conducteur, à moitié sourd, agit par pur réflexe. Il ne réfléchit pas. Son pied fait lui-même un double débrayage, essayant de pomper le système, de saisir le moment d'inertie du volant moteur. Le lourd volant moteur tourne encore par inertie, entraînant le vilebrequin. Les pistons continuent d'aller et venir, comprimant l'air. Mais il n'y a pas d'explosion. « Allez », chuchote le conducteur de ses lèvres en sang. « Allez, putain !» Et le diesel répond. L'école d'ingénierie soviétique, qui a doté ce moteur d'une tolérance aux pannes et d'une capacité à tourner sur n'importe quel liquide inflammable, vainc la balistique allemande. Une explosion se produit dans l'un des cylindres, puis dans un deuxième. Le moteur tousse un nuage noir et épais de suie, pressaille de tout son corps, tel un animal blessé qu'on a frappé au ventre, et reprend son rythme. Le bourdonnement régulier revient, mais maintenant s'y mêle un bruit étranger. C'est le bruit de la douleur de la machine. Un grincement, un hurlement, un claquement. La chenille n'a pas complètement déraillé. Rompue, elle traîne, s'accrochant au barbotin, sautant par-dessus les dents. Le galet brisé est broyé par ses voisins, se transformant en miettes métalliques. Les barres de torsion grincent, encaissant une charge inégale. Le char est blessé, grièvement, peut-être mortellement. Sa course ralentit. Il ne peut plus bondir sur place. Il boite. « Rapport des dégâts !» hurle Naumov, essayant de couvrir le nouveau grincement effrayant venant d'en bas. « Flanc droit ! Train de roulement !» répond le conducteur. Sa voix déraille. « Il tire à droite ! Je tiens le manche à fond ! C'est dur, commandant, comme si on traînait une ancre !» Et il traîne une ancre. Les lambeaux du garde-boue, les morceaux de galet et le métal tordu du flanc s'enfoncent dans la boue, freinant le mouvement. La résistance au roulement augmente considérablement. Le moteur rugit à plein régime, dévorant en quelques minutes une ressource prévue pour 100 heures. La température de l'eau dans les radiateurs grimpe vers la zone rouge, malgré le gel extérieur. Les Allemands au canon 88 engagent déjà l'obus suivant dans la culasse. Ils voient qu'ils ont touché. Ils voient la fumée, voient que le char a trébuché. L'officier artilleur savoure déjà l'instant où la carcasse d'acier se figera et deviendra une cible parfaite pour l'achèvement. Mais le KV-1 ne s'arrête pas. Il avance par à-coups, grinçant, hurlant de sa transmission surchargée, perdant de la vitesse, mais il rampe. Pour l'équipe allemande, cela ressemble à une résurrection. Une machine ayant reçu un impact qui aurait dû détruire sa structure continue de remplir sa mission de combat. Cela contredit la logique technique. « On descend dans le creux, vers la rivière !» ordonne Naumov. Il comprend. Ils ne survivront pas à un deuxième coup de 88. Le blindage est fatigué. Les micro-fissures s'accumulent dans le métal. Un impact de plus, et la coque se fondra simplement, ou les réservoirs exploseront. Ils doivent quitter la ligne de mire, se cacher dans les plis du terrain. Le conducteur tire le levier vers lui, bloquant la chenille gauche saine pour tourner sur la droite endommagée. C'est un risque. La chenille brisée peut dérailler définitivement. Alors, c'est la fin. Mais il n'y a pas le choix. Le char, tressaillant et cliquetant, effectue un virage douloureux. Le crissement du métal contre le métal est d'un tel volume qu'on dirait que les dents de l'équipage vont éclater. Ils glissent dans le ravin, sortant du secteur de tir de la flaque. L'obus envoyé à leur poursuite passe plus haut, fauchant la cime d'un sapin centenaire qui tombe sur l'arrière du char, ajoutant du surréalisme au tableau. Une boîte d'acier fumante et mutilée, couverte de branches de sapin, comme camouflée. À l'intérieur de la cabine, personne ne se réjouit du salut. Tous comprennent,
la machine meurt. La vibration est devenue si forte que les instruments du tableau de bord deviennent flous. Le plancher sous les pieds est brûlant. La transmission chauffe. L'odeur de brûlé est devenue insupportable. Mais ils sont vivants. Et ils sont toujours dangereux. Une bête blessée est plus dangereuse qu'une saine, car elle n'a plus rien à perdre. Le KV-1, boitant d'une patte, saignant de l'huile et du gazole, poursuit son chemin vers le seul objectif qui leur reste, le pont. La rivière en contrebas est une fissure noire et sinueuse sur le corps blanc de l'hiver. La glace sur les rives est chaotique, peu fiable au milieu. Des trous d'eau sombres, respirant de la vapeur. Pour l'infanterie, ce n'est pas un obstacle. Mais pour la technique de la Wehrmacht, c'est un mur infranchissable. Toute la logistique de l'offensive allemande sur ce secteur du front est concentrée en un nœud unique, dans un goulot d'étranglement. Ce goulot est le pont. C'est une vieille construction, un tablier de bois sur des piles de pierre, renforcé par les sapeurs allemands il y a seulement une semaine pour le passage des camions Opel Blitz et des tracteurs semi-chenillés. Le pont est la seule artère par laquelle le sang de la guerre, munitions, carburant, vivres, peut arriver aux unités avancées qui foncent vers Moscou. Couper cette artère, c'est arrêter le cœur de toute une division. Le KV-1 sort de la forêt en rampant. Il ne ressemble plus à une machine de guerre, c'est une catastrophe ambulante. La chenille droite, à moitié arrachée, pend en lambeaux, accrochant le sol et créant une résistance au roulement monstrueuse. Le char avance de travers, tel un crabe touché. Sa coque est penchée. Le moteur tourne à l'arraché. Le son de l'échappement est devenu irrégulier, saccadé. Un des cylindres semble avoir définitivement lâché. Le lieutenant Naoumov évalue la géométrie de l'espace. Il n'a pas d'obus pour faire sauter le pont. Il n'a pas d'explosif. Il n'a que la masse. 47 tonnes et demie de masse inertielle. Dans cette équation, cela suffit. « Sur le pont !» ordonne-t-il. « Jusqu'au milieu et demi-tour !» Le conducteur hoche la tête. Son visage est gris comme de la cendre. Ses yeux sont enfoncés. Il fonctionne sur les restes de glucose dans son sang, sur la pure mécanique du corps. Il dirige la machine mutilée sur le tablier. Le bois gémit sous les chenilles. Les planches plient, craquent, mais tiennent. Les ingénieurs allemands ont construit avec une marge, mais ils n'avaient pas prévu le poids d'un char lourd soviétique, qui plus est, avec un équilibrage faussé. Le KV rampe lentement, chaque mètre est gagné de haute lutte. Le train de roulement mutilé crisse contre les garde-corps, les arrachant et les précipitant dans l'eau glacée. Ils atteignent la travée centrale, le point le plus vulnérable, le plus étroit. Ici, le pont est suspendu au-dessus de l'abîme noir de l'eau. « Stop !» dit Naoumov. « Demi-tour, en travers, coupe l'oxygène. » C'est une manœuvre qui, dans les manuels de conduite de char, est marquée comme catégoriquement interdite sur les ouvrages d'art. Un demi-tour sur place crée une charge latérale colossale sur la structure. Mais l'heure n'est pas à la préservation du pont, mais à son blocage. Le conducteur tire le levier gauche à fond. La chenille droite, malade, devient l'axe de rotation. La gauche commence à ramer en arrière. Le char tressaille. La coque commence à pivoter lentement, douloureusement. Le pont tremble sous eux. On entend le craquement des poutres qui cèdent. Quelque part en bas, dans la base, le bois ne supporte pas le couple de torsion. Mais le char continue sa rotation. 90 degrés. Le KV-1 se place parfaitement en travers du pont. La longueur de sa coque est de près de 7 mètres. La largeur de la voie du pont est de 5. Le char, par son gabarit, bouche physiquement le passage. Son arrière surplombe le vide d'un côté, le canon bute contre la rambarde de l'autre.
Impossible de contourner, impossible de bouger. « Coupe !» ordonne Naoumov. Le conducteur retire son pied de la pédale d'accélérateur. Le diesel fait quelques derniers tours, crache un reste de fumée et se fige. La vibration qui secouait leur corps depuis des heures disparaît. Le silence s'installe. Il tombe sur eux aussi soudainement que les obus tombaient auparavant. Le silence absolu, vibrant, ouaté de la forêt hivernale. On n'entend que le métal qui refroidit, des cliquetis, des craquements. C'est la contraction thermique du blindage. Le moteur, chauffé au rouge, commence à céder sa chaleur à l'air glacial. Le char meurt en tant que mécanisme. Il se transforme en ouvrage fortifié, en casemate, en barricade. Ce n'est plus un moyen de transport. Ce sont 47 tonnes d'acier alliées, moulées dans la forme d'un obstacle infranchissable. Naoumov s'adosse à son siège. Il fait tout de suite froid à l'intérieur. Tant que le moteur tournait, il chauffait le compartiment de combat. Maintenant, le gel de -30 commence à s'infiltrer à travers le blindage, les fentes, les écoutilles. Les parois du char gèlent instantanément, se couvrant de givre à l'intérieur à cause de la respiration de l'équipage. « C'est tout », dit doucement le lieutenant. « Terminus. » Tout le monde descend. À cet instant, sur la rive d'où ils sont venus, des phares apparaissent. C'est le véhicule de tête d'une colonne de ravitaillement allemande. Le camion freine brusquement, en dérapage, manquant de percuter le début du pont. Derrière lui s'arrête toute la colonne. Camion-citerne, camion bâché avec l'infanterie, tracteur avec munitions, de dizaines de véhicules, des centaines de tonnes de cargaison attendues au front. Le chauffeur allemand du camion de tête se frotte les yeux. Il ne croit pas ce qu'il voit. Au milieu du pont, dans des volutes de vapeur refroidissante, se dresse une silhouette noire, mutilée mais majestueuse. Elle se tient en silence. Le canon baissé, la chenille rompue, le flanc éventré. Mais elle se tient de telle manière qu'il est impossible de passer. Les officiers allemands courent devant. Ils regardent aux jumelles. Ils attendent un tir. Ils attendent que la tourelle tourne. Mais la tourelle est immobile. Le char ne manifeste aucune agressivité. Il est simplement là. Et le seul fait de son existence en ce point de l'espace et du temps annule tous les plans du commandement allemand pour aujourd'hui. C'est la géométrie du blocus. Un problème de physique élémentaire. Pour enlever cet obstacle, il faut un tracteur d'une puissance au moins égale à celle du char lui-même. Mais le tracteur ne peut pas approcher, car le pont est étroit. Pousser le char dans la rivière est impossible. Il est trop lourd, et les bords du pont n'offrent pas de levier. Le faire sauter, risqué. On peut effondrer la travée, et alors le passage sera bloqué pour des semaines, le temps que les sapeurs en construisent un nouveau. Le KV-1 est devenu une arête dans la gorge. Un poids mort qui agit plus efficacement qu'une compagnie de soldats vivants. Il ne tire pas, mais il tient la défense par sa masse. À l'intérieur du char, l'équipage écoute ce silence. Ils entendent les cris lointains des Allemands, les claquements de portières. Ils comprennent ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné du temps. La ressource la plus chère à la guerre. Le temps que les Allemands réfléchissent à comment enlever cette montagne d'acier, qu'ils fassent venir les sapeurs, qu'ils cherchent une déviation, des heures passeront. De précieuses heures, pendant lesquelles, sur l'autre rive, l'infanterie soviétique aura le temps de s'enterrer. Naoumov sort son étui à cigarette de sa poche. Il est vide. Il a un petit rire. « Eh bien, les gars, dit-il dans le vide du char qui refroidit. Maintenant, nous sommes de l'immobilier. De l'immobilier de luxe, avec vue sur la rivière. Il n'y a pas de peur. Il n'y a qu'une fatigue infinie, de plomb. L'adrénaline est partie, laissant place au vide
et au froid. Les orteils commencent à s'engourdir. Le gel reprend ses droits, pénétrant sous les vêtements, dans les bottes, dans les poumons. Le char devient un réfrigérateur. Mais cela n'a plus d'importance. La mission est accomplie. La physique a fonctionné. Le métal s'est dressé là où il devait se dresser. Dehors, le colonel allemand, fou de rage, donne un coup de pied dans la roue de son véhicule tout-terrain. Il comprend l'impasse de la situation. Devant lui, ce n'est pas un ennemi que l'on peut tuer. Devant lui, c'est un problème de résistance des matériaux et de logistique. Et ce problème le regarde avec le trou noir de son canon baissé, silencieux et indifférent à sa colère. Le char KV-1 a cessé d'être une machine de guerre pour devenir une partie du paysage, réduisant sa praticabilité à zéro. Le silence au-dessus de la rivière devient dense, une matière tangible. Il pèse plus lourd que le blindage. La colonne de ravitaillement allemande, étirée sur un demi-kilomètre, est à l'arrêt. Les moteurs des camions tournent au ralenti, rejetant dans le ciel des centaines de mètres cubes de gaz d'échappement, mais aucune roue ne fait un tour. Toute la puissance logistique du groupe d'armée Centre a buté sur un point unique, sur une silhouette noire sur un pont. C'est le phénomène de la paralysie psychologique. Selon toutes les lois de la guerre, l'obstacle doit être éliminé. Si le char est touché, on le pousse. S'il est entier, on le détruit. Mais le KV-1 se trouve dans la zone grise de la perception. Il ne tire pas, mais ne brûle pas non plus. Il ne donne pas signe de vie, mais il vient juste, sous les yeux d'une compagnie entière, de survivre à des impacts qui auraient dû le transformer en ferraille. Il a écrasé des canons, il a traversé le feu, et maintenant, il se tient en travers de la seule route, tel un gardien qui n'a besoin ni de sommeil, ni de repos. Pourquoi on s'arrête ? Un chuchotement parcourt les rangs de l'infanterie allemande, serré contre les ridelles des camions. Pourquoi les sapeurs n'y vont pas ? Les sapeurs n'y vont pas parce qu'ils ont peur du silence. Les 50 mètres de tablier en bois jusqu'au char leur paraissent un couloir de la mort. Dans leur imagination, chauffée par les rumeurs sur les monstres russes, les trous noirs des meurtrières et des fentes de vision du KV sont des viseurs qui ont déjà choisi leurs victimes. Ils croient qu'il suffit que quelqu'un pose le pied sur les planches du pont pour que la mitrailleuse tueuse reprenne vie. L'Oberleutnant du génie se casse la voix à essayer de lever son escouade. « Müller, Schnaps, en avant, c'est un ordre. Vérifiez la machine, placez les charges. » Mais les soldats font semblant d'ajuster leur équipement. Ils traînent. Ils cherchent n'importe quel prétexte pour ne pas sortir à découvert devant cette idole d'acier. La peur de l'inconnu brise la discipline de la Wehrmacht plus efficacement que le feu des mitrailleuses. C'est une peur irrationnelle, la peur devant une machine qui a refusé de mourir. « Il attend, monsieur le lieutenant », dit doucement un sous-officier, sans détacher son regard du char. « Vous ne voyez pas ? Il attend juste qu'on approche. C'est un piège. » Le temps joue contre les Allemands. Chaque minute d'arrêt, ce sont des obus non livrés au front. C'est le froid qui refroidit les moteurs et les hommes. C'est la perte du rythme de l'offensive. L'initiative stratégique file entre les doigts, arrêtée par un morceau de fer dans lequel il n'y a peut-être déjà plus personne de vivant. Sur l'autre rive de la rivière, à 2 kilomètres du pont, un bataillon de fusiliers soviétiques, profitant de ce délai, s'enterre dans le sol gelé. Les pelles teintent sur la pierre. Les soldats coupent les racines, piquent la glace, aménagent des nids de mitrailleuses. Ils ne savent pas pourquoi les Allemands n'attaquent pas. Ils ignorent l'exploit du KV solitaire. Ils ont simplement reçu un cadeau du destin. 3 heures de silence. Et ces 3 heures, ils les transforment en mètres de profondeur de tranchée.
Au moment où les Allemands se décideront à passer le pont, ce n'est plus une mince ligne dans la neige qui les accueillera, mais une véritable ligne de défense. Et sur le pont, continue le duel de regards. Des centaines d'yeux regardent un seul char. Le char ne regarde personne. Il refroidit. Le rayonnement thermique de sa coque diminue, il se fond avec la température ambiante. Le givre commence à couvrir le blindage d'un voile argenté, le faisant ressembler à un fantôme. Le colonel allemand commandant la colonne comprend qu'il perd la face. Il dégaine son parabellum. « Je fusillerai le premier qui refuse d'y aller !» Son cri résonne en écho au-dessus de la rivière. Ce n'est qu'un tas de ferraille. Les Russes se sont enfuis depuis longtemps. S'ils se sont enfuis, pourquoi les écoutilles sont fermées ? Lance une voix dans l'obscurité de la caisse d'un camion. La question reste sans réponse. Les écoutilles fermées sont le symbole de l'inconnu. En situation normale, l'équipage quitte la machine touchée en la laissant ouverte. Si les écoutilles sont verrouillées, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Ou quelque chose. Les Allemands projettent leur terreur sur ce fait. Ils inventent des scénarios tous plus effrayants les uns que les autres. Des kamikazes avec des grenades, une coque piégée prête à exploser avec le pont. Le KV-1 gagne le combat sans même y participer. Il utilise la ressource de la psyché humaine. Il s'est transformé en totem qu'il est effrayant de toucher. Une heure passe, une autre. Le soleil commence à décliner vers le couchant, les ombres s'allongent, transformant le char en un bloc noir informe. Le gel durcit, le métal du pont commence à craquer sous l'effet de la basse température. Ce son fait tressaillir les Allemands, qui lèvent leurs armes. Ils croient entendre le bruit d'une culasse dans la tourelle. Enfin, un groupe de sapeurs, poussé par les coups de pied des officiers, commence à avancer. Ils marchent courbés, prêts à tout moment à tomber face contre neige. Ils ne marchent pas en vainqueurs, mais comme des hommes marchant à l'échafaud. 50 mètres, 40, 30. Le char se tait. 20 mètres. Les sapeurs entendent le vent mugir dans la chenille déchirée du KV. Ce son ressemble à un gémissement. Un des soldats ne supporte pas la tension, fait demi-tour et court en arrière, glissant sur la glace. Les autres se figent. Mais pas de tir. Les nids de mitrailleuses sont morts. Ils s'approchent tout près, touchent le blindage froid et rugueux, couvert de suie et de givre. Rien ne se passe. Le char n'explose pas, ne tire pas, ne rugit pas. Il reste simplement là, lourd et indifférent. « C'est clair !» crie un sapeur, mais il n'y a pas de triomphe dans sa voix. Il n'y a que le soulagement d'un homme qui a regardé dans l'abîme, et l'abîme a décidé pour cette fois de ne pas regarder en retour. Il commence à inspecter la machine. Il voit des centaines de marques de balles. Il voit les bosses des obus. Il voit le métal déchiré des galets. Ils comprennent combien de feu cette boîte a encaissé. Et le respect se mêle à la peur. Ce n'est pas une machine. C'est une forteresse. Mais le temps est perdu, irrémédiablement perdu. Le soleil s'est couché. Sur l'autre rive, les positions de l'artillerie soviétique, amenées pendant ces heures, sont déjà prêtes. La colonne allemande passera le pont, mais de l'autre côté, on l'attend déjà. L'effet de surprise est perdu. Le blitzkrieg a trébuché. Trébuché sur un seul et unique char qui, même après sa mort technique, a continué de tenir la défense par le silence. Cet épisode ne figurera pas dans les rapports du haut commandement comme une grande bataille. Mais c'est précisément de tels épisodes, de telles heures de retard, que se compose l'effondrement de l'opération Typhon. Le KV-1 a fait ce qu'une batterie de canons n'aurait pas pu faire. Il a semé le doute. Le doute sur le fait que cette terre puisse être conquise, si même le fer mort refuse ici de laisser passer l'ennemi. Le dénouement survient non pas au moment du tir,
mais au moment de la prise de conscience du vide. 3 heures après l'arrêt de la colonne, quand les nerfs du commandement allemand sont tendus à rompre, les sapeurs reçoivent enfin l'ordre de dynamitage. Personne ne veut risquer des hommes en vérifiant les écoutilles à la main. La peur du fantôme d'hiver l'emporte sur le désir de prendre un trophée. Les ingénieurs placent des charges de TNT sous les chenilles et le font. C'est un acte non pas de guerre, mais de recyclage technique. L'explosion déchire le silence nocturne, éventrant la glace et le bois du pont. L'onde de choc soulève 47 tonnes d'acier. La coque du KV-1, déjà mutilée au combat, tressaille, s'affaissant sur le ventre. La tourelle arrachée se déplace de son chemin de roulement, ouvrant la gueule noire du compartiment de combat. Seulement maintenant, alors que la machine est définitivement transformée en tas de ferraille, les Allemands osent s'approcher tout près. Les officiers éclairent avec des lampes torches. Les rayons arrachent à l'obscurité le métal tordu, couvert de suie et de givre. Le colonel de la Wehrmacht, celui-là même qui commandait la colonne, monte sur le blindage. Il a besoin de voir l'ennemi. Il a besoin de regarder dans les yeux ceux qui ont volé 4 heures de guerre à sa division. Il regarde à l'intérieur par la tourelle déplacée. Et il voit le vide. Il n'y a pas de corps dans le char, pas de cadavres brûlés, pas de blessés demandant de l'eau. Il n'y a que le froid, l'odeur du diesel brûlé et du sang séché. Sur le plancher du compartiment de combat, parmi les douilles tirées et les chargeurs vides de la mitrailleuse d'Ektiarev, traînent des pansements ensanglantés. Il y en a beaucoup. Ils ont gelé et sont devenus durs comme de la pierre. Dans le plancher de la coque, un trou béant. La trappe d'évacuation, sortie de secours prévue par les concepteurs justement pour de telles situations, est ouverte. Elle mène droit en bas, sur le tablier du pont, et de là, vers le vide glacé sous la traversée. Le colonel comprend lentement la mécanique de ce qui s'est passé. Pendant que ses soldats, paralysés par une terreur animale, étaient couchés dans la neige et attendaient un tir du char mort, l'équipage russe agissait, calmement, méthodiquement. Ils n'ont pas attendu la mort dans la boîte de fer. Quand le carburant a manqué et que le moteur a gelé, ils ont ouvert la trappe inférieure. Ils sont partis alors que le soleil se couchait à peine, partis au nez et à la barbe de tout un régiment. Les traces dans la neige sous le pont, à peine visibles à la lumière des lampes, racontent l'histoire des dernières heures. De profonds sillons de bottes, des taches de sang. Ils n'ont pas simplement fui, ils traînaient quelqu'un. À en juger par la quantité de sang à la place du tireur, le commandant blessé. Cette découverte frappe l'amour-propre de l'officier allemand plus fort qu'un combat perdu. Ils ont été dupés. Ils étaient tenus en respect, non par la garnison d'une forteresse, mais par une coquille vide, un fantôme. Les Allemands se battaient contre du métal, pendant que les hommes qui pilotaient ce métal partaient dans la forêt pour continuer la guerre demain. Le colonel saute dans la neige. Il retire son gant et passe la paume sur le flanc du KV. Le blindage est rugueux, glacé, couvert de cicatrices. Il commence à compter. 1, 2, 10, 20. Les bosses des obus de 37 mm ressemblent à de la petite vérole. Les cavernes profondes des projectiles de 50 mm sont comme des plaies déchiquetées. L'énorme brèche dans le train de roulement causée par le 8-8, les galets abattus, les boulons sectionnés, les soudures rompues. 142 impacts. 142 fois la mort a frappé à la porte de ce char. Selon toutes les normes de réception allemandes, selon toutes les lois de la physique des métaux, cette structure aurait dû se désintégrer en molécules dès l'orée de la forêt. Mais elle est arrivée jusqu'au pont. Le blindage a tenu. L'école de métallurgie soviétique, grossière, sans élégance, en surpoids,
s'est avéré plus solide que l'acier de Krupp. La viscosité de la plaque de blindage a mangé l'énergie cinétique de toute une batterie d'artillerie. Les soldats allemands se tiennent autour en silence. Ils regardent aussi ces cicatrices. Dans leurs yeux, pas de joie de la victoire. On y lit une terreur superstitieuse. Ils comprennent. Si les Russes font de telles machines, et si dans ces machines sont assis des hommes capables de se battre sans canon, sans liaison, dans un char en feu par -30, puis de partir avec des blessés dans les bras dans la forêt infinie, cette guerre ne peut être gagnée. Le char est détruit, le fer est mort. Le pont est endommagé, mais praticable. La colonne va bientôt se remettre en route, vers l'est. Mais il n'y a pas de victoire. Il y a la sensation d'une défaite lourde et poisseuse. Le char KV-1 a rempli sa mission jusqu'au bout. Il a échangé sa vie contre du temps. 4 heures de retard, ce sont des milliers de mètres cubes de terre creusés sur la nouvelle ligne de défense. Ce sont des réserves amenées. Ce sont des vies de fantassins sauvées. Le colonel essuie sa main tachée de suie sur son manteau. Il regarde la forêt sombre où partent les traces. Là-bas, dans la brume glaciale, se sont dissous les fantômes de ce char. Le lieutenant Naumov et son équipage. Des hommes qui n'ont pas de blindage, mais qui ont une colonne vertébrale plus dure que n'importe quel acier allié. L'histoire ne tolère pas le conditionnel, mais elle aime les symboles. Ce KV brisé, poussé plus tard par les tracteurs allemands dans le fossé, deviendra un jalon. Les bataillons de marche de la Wehrmacht passeront devant lui, et chaque soldat tournera la tête, regardant la quantité monstrueuse d'impact. Et chacun se posera la même question. Quel genre d'homme était assis à l'intérieur? Et les hommes ont simplement fait leur travail. Le travail lourd, sale et mortel de la guerre. Ils ont utilisé la machine comme un outil, en tirant 100% de ses ressources, puis encore 100% sur la seule volonté. Le KV-1 est mort comme un héros de tragédie antique, debout, en silence, insoumis. Mais l'essentiel, c'est que les hommes ont survécu. Le fer est inconsommable. On le refondra, on laminera de nouvelles plaques, on soudera de nouvelles tourelles. Les usines de l'Oural tournent déjà en 3/8. Mais l'équipage, qui emporte avec lui l'expérience de ce combat, est inestimable. Ils reviendront. Ils s'assiéront dans de nouvelles machines. Et la prochaine fois que le viseur attrapera une croix allemande, la main du tireur ne tremblera pas. La colonne de camions s'ébranle dans un rugissement, contournant la carcasse fumante. La guerre roule plus loin, vers l'est. Mais dans l'air au-dessus de la rivière, reste suspendu un esprit invisible et lourd. L'esprit de résistance qu'il est impossible de fusiller au canon, d'écraser sous les chenilles ou de geler. Car cet esprit n'est pas une grandeur physique, c'est la constante du front russe. Le fantôme d'hiver de Volokolamsk est parti pour revenir en des centaines de milliers d'autres machines d'acier qui, un jour, finiront leur route à Berlin.